Salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir notre frère, Allahumma barik, quand vous présenter Nabil. Barakallahu fik. Donc, il va témoigner sur un sujet qui touche une grande partie de la population. Frérot, donc en fait, tu es passé de 140 kg à 78 kg, tu as perdu 60 kg, Allahumma barik. Donc, bon, tu vas tout nous dire, Inch'Allah. Si tu veux bien, commencer par une brève présentation et ensuite j'enchaînerai les questions. Ok. Écoutez, la plupart des gens, je pense, que me connaissent. Nabil BNC sur les réseaux. Ça fait pas très longtemps que je suis sur les réseaux. Ça fait environ 2 ans. J'habite la région toulousaine, donc ça fait pas très longtemps que je suis là aussi. Donc, ça fait combien de temps que tu es là à peu près sur ça fait environ 7 ans. Ok. Non, environ 7 ans, donc on est venu pour le taf, quoi. Et voilà, et franchement, j'aime bien cette vie. J'aime bien cette vie. Je voulais pas quitter le sud, tu vois. Et voilà, bon, je suis marié. Alhamdoulilah, depuis l'âge de mes 19 ans. J'ai un enfant. J'ai un enfant. Et ensuite, je sais pas qu'il faut. Je rajoute quoi encore. Mon activité, tu es sur le réseau, tu m'as dit. Non, ouais, je suis sur le réseau depuis 2 ans. Et ensuite, je sais pas. Et c'est quoi tes raisons? Si tu veux les dire comme ça, allez, on les mettra en dessous. Ah, Nabil BNC. Ah oui, voilà. Mashallah, barakallahu fik. Sur Insta et sur TikTok. Jazakallahu khair. Et attends, et je voulais dire quoi encore? T'imagines, je connais pas ma vie. T'as tout dit, je crois. T'as quasiment. Enfin, ouais. le truc principal, après, je Principal. Ouais, j'ai 30 ans. 30 voilà. ans. 30 ans. Je me suis marié à 19 ans. Du coup, pourquoi t'as accepté aujourd'hui de témoigner sur ce sujet-là? Parce que je me dis que en fait, ça pourrait être inspirant pour les personnes et surtout pour que les gens prennent conscience que l'obésité, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et il faut vraiment mettre de l'énergie pour perdre du poids parce que c'est très important et ça pourrait causer beaucoup de maux au corps et surtout sur la vie sociale en général. Et si je peux être un exemple pour quelqu'un qui pourrait faire cette opération, marhaba frère. Inch'Allah, barakallahu fik, la hafdak, c'est bien. Jazakallahu khair. Donc, tu sais donc 140 kg pour 1m70, 60 kg de perdu, quand même, Allah barak. Bon, c'est clairement obésité morbide, comme on dit. Qu'est-ce qui t'a fait atteindre ce point-là? Est-ce que c'était à force de manger? Est-ce que c'était une maladie? Et tu avais quel âge quand tu as atteint ce point-là? Déjà, il faut savoir que je pensais à la base que c'était la nourriture le problème, que je mangeais trop. Donc, j'étais gros depuis mon enfance. Subhanallah. Vraiment, depuis l'âge de mes 3 à 4 ans, je suis déjà sorti de la courbe de croissance sur le carnet de santé, tu vois. Et du coup, après, au fur et à mesure, les années qui passaient, je prenais du poids. Et au final, je me suis rendu compte que j'étais vraiment gros à l'adolescence. À l'adolescence, je commençais déjà à prendre conscience. Donc, ça commençait à me gêner. Et donc, je voulais remédier à ça. Je voulais faire quelque chose pour que je puisse perdre du poids. Donc, j'enchaînais les régimes, comme tout le monde, quoi. Vers quel âge tu as commencé à te dire, il faut que je perde du poids? Ouais, vers 14-15 ans, ouais. Vraiment pile dans l'adolescence où tu vois, tu te cherches encore, tu vois. Et du coup, je commence à faire plein de régimes. J'ai essayé le régime du camp, tout ce qui est protéiné et tout ça. J'ai essayé le régime salade, j'ai essayé tout ça et je ne comprenais pas. Je perdais du poids, mais j'étais pas constant et j'arrivais pas à rester sur ce régime-là parce que c'était trop dur. Parce que mentalement, il faut suivre aussi. Il faut suivre le régime. Parce que c'est vrai que les kilos, tu les prends, mais c'est facile à prendre. Mais pour les perdre, il faut être plus endurant que manger un kebab tous les jours, tu vois. Donc, j'ai pris conscience à l'adolescence. J'ai fait tous les régimes. Et ensuite, alhamdoulilah, je me suis marié. Malgré que j'étais obèse, je me suis marié. Tu faisais combien de kilos quand tu t'es marié? Je faisais à peu près 120. Allahumma barik. Ouais, je faisais à peu près 120 kilos, j'avais 19 ans. Mashallah. Donc, et ensuite, avec le mariage et tout ça, j'ai continué à grossir jusqu'à 140. Mais le problème n'était pas résolu. Parce que c'était pas trop la bouffe, je mangeais beaucoup, mais je comprenais pas pourquoi je mangeais beaucoup. Et je me suis rendu compte que c'était plus un problème mental que vraiment dans l'assiette. Mental, c'est-à-dire? C'est des problèmes émotionnels. D'accord. En gros, tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est émotion, c'est-à-dire stress, anxiété, soucis,
et tout ça me faisait manger beaucoup. C'est vraiment cette chose-là qui fait que si on ne soigne pas son mental, forcément le poids il va suivre. Certains tombent dans l'anorexie avec des soucis mentaux. Mentaux ou mental? Je sais pas. Tu poses une colle. Tu poses une colle. Certains tombent dans l'anorexie, donc c'est-à-dire l'extrême de l'obésité, mais d'autres tombent dans l'obésité. Comme moi, moi, c'est mon cas, c'était l'obésité. Parce que je sais pas, et même à l'heure actuelle, ce problème-là émotionnel, je l'ai pas encore résolu. D'accord. Donc ça se travaille et c'est très compliqué à guérir, on va dire. On ne sait pas si on guérit réellement de ça, tu vois. Mais certains peuvent en sortir. Certains peuvent sortir de ça. Parce que le poids, c'est vraiment lié au mental. Et comme on a été suivi comme j'ai été suivi par un nutritionniste, il nous a dit clairement que si dans la tête, ça ne va pas bien, ça se ressent dans l'assiette. Et si ton assiette n'est pas correcte, ça se ressent dans le corps. D'accord. Donc tout est lié. Tu vois. D'accord, subhanallah, barakallahu fik. Et vu que quand même, Allah barak, à cet âge-là, à l'adolescence, tu passais pas inaperçu quand même avec ton poids, etc. Comment tu le vivais par rapport au regard des gens? Est-ce que tu subissais des moqueries de temps en temps? Comment tu le vivais ça psychologiquement? Il y avait énormément de moqueries, c'est normal. C'est normal. On est jeune, au quartier, on est là, on se blague. C'est normal. On se blague surtout. Même il y a quelqu'un qui a pas assez de cheveux, on le blague. Il y a quelqu'un qui a pas assez de barbe, on le blague. Dans le quartier, c'est comme ça. On se blague surtout. Moi, c'était le poids. Après, au début, j'en rigolais, comme tout le monde. Chacun, en fait, c'est ça en fait le truc, c'est qu'on qualifiait les défauts des gens et on en rigolait. Donc moi, en tant qu'adolescent, j'étais dans la foule, quoi. J'étais vraiment avec le truc, j'étais lancé dans le sujet, je rigolais avec eux. Mais avec le temps, avec l'âge, tu prends conscience que c'est un réel problème. Et après, tu abordes la chose différemment. C'est que tu vois toutes les choses en fait, tu vois toutes les choses qui t'entourent comme une contrainte pour toi. C'est-à-dire, tu prends l'avion, tu galères à mettre la ceinture, même tu galères à rentrer dans la place. Les vêtements, tu peux pas t'habiller comme tu veux. Même les activités, par exemple, je voulais un jour sur un voyage, je voulais louer un tour en hélicoptère, par exemple. Et bien sur l'annonce, il y avait bien écrit que si une personne dépassait les 110 kilos, à peu près 110 ou 120 kilos, il fallait qu'elle paye 2 places. Alors qu'une place, c'est pas donné. Donc je me suis dit, je la fais pas. Tu vois. En fait, sur certains trucs, comme par exemple l'acrobranche. L'acrobranche, franchement, j'aime beaucoup l'acrobranche. Mais j'étais restreint par mon poids. Parce que, voilà. Un mec de 120 kilos sur les arbres. À part les gorilles, je sais pas qui c'est qui. J'allais le sortir, sinon là, ça bouge. Je sais pas qui c'est qui peut monter sur les arbres. D'accord, subhanallah. Et... Vas-y, tu voulais dire quelque chose? Ouais, donc après, il y a ça, il y a les activités en général, il y a les vêtements, il y a les voyages, il y a plein de choses. Et même niveau relation avec les gens, donc les personnes ne vont pas te parler, en fait, ils te catégorisent dans une case où, je sais pas, soit tu es méprisé, soit ils font attention à pas te vexer, soit... On va dire qu'ils sont pas naturels quand ils te parlent. Les gens ne sont pas naturels. Donc, forcément, tu le ressens. Et même après tu commences certains, bon je pense que c'était pas mon cas, mais je pense que certains tombent dans une chose où on est un peu comment dire, on est un peu psychopathe un peu, tu vois. Genre tu sors dans la rue, tu crois que tout le monde te regarde, tout le monde se moque de toi, t'entends des moqueries qu'il n'y a pas. En fait c'est ça, tu tombes dans une spirale très compliquée et c'est difficile à en sortir jusqu'à ce que même il faut qu'on réagisse. Et que vas-y, c'est le moment, il faut perdre. Parce que ça y est, tu peux plus. Tout autour de toi, tu deviens un psychopathe, quoi. Et tes proches, genre ta famille, tout ça, est-ce qu'ils en souffraient de te voir souffrir? Est-ce que tu en souffrais un petit peu, tu le montrais, tu essaies de le cacher? Tu t'en parlais de temps en temps pour te lâcher, ou justement tu préférais pas trop en parler? J'en parlais jamais. J'en ai jamais parlé. Quand j'étais gros, je disais, en fait, je camouflais ça par le sourire, par non, ça va bien, non. Mais non. Aucun gros ne va bien dans son corps.
Tu peux pas atteindre, tu vois, bon, il y a gros modéré, tu vois, avec voilà, un petit ventre ou quoi, mais il y a le gros obèse morbide, lui non, tu peux pas dire qu'il est bon, tu peux pas dire qu'il est bien dans son corps, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un problème quelque part, et si il dit qu'il n'a pas de problème, c'est qu'il camoufle. C'est pas possible. Tu peux pas te sentir bien à 140 kilos, c'est pas possible. Subhanallah. Et à quel moment là, tu l'as dit un petit peu, mais à quel moment vraiment tu t'es dit, là c'est vraiment trop, là c'est abusé, et que tu as commencé à vouloir faire des causes? Il y a 4 ans maintenant. 4 ans à peu près, 4 ou 5 ans. Je me souviens plus exactement de l'année, mais il y a 4 ou 5 ans, il n'y a pas très longtemps. Je me suis dit que ça y est, c'est bon. 140 kilos, je me suis monté sur la balance, c'était trop. C'était trop. Et j'ai pris la décision, je me suis dit, ça y est, il faut que je fasse quelque chose. J'ai des collègues dans mon entourage qui ont fait cette opération. Tu parles de l'opération, comment elle s'appelle cette opération concrètement? Ah oui, je pense qu'on devrait d'abord dire ce qui s'est passé avant. Ouais, ce qui s'est passé avant. Comment t'as su? Ouais, je pense que c'est mieux. Ouais. Revenir. Moi, j'allais te demander, à partir du moment où tu t'es aperçu que c'est vraiment trop, avant de passer à cette opération, comment ça s'est déroulé du coup? Parce que tu as eu cette opération, mais avant, est-ce que tu as essayé d'autres trucs? Tu m'as dit les régimes, etc. Ouais. Mais du coup, comment ça t'est venu cette idée de l'opération et concrètement, comment ça s'est déroulé? Parce que là, c'est bon, tu t'es dit, je vais passer à l'opération. Mais avant de passer à cette étape-là, c'était quoi les prémices un peu? T'as entendu parler une fois, 2 fois, on te l'a conseillé, tu l'as vu parce que c'est toi qui cherchais? En fait, il y a un collègue dans mon entourage, un très 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 bon ami à moi, il a fait cette opération. Et il m'a tout détaillé. Tout détaillé. Après, moi, j'étais un peu réticent par rapport à cette opération. Et je me posais les questions si niveau religieux, c'était correct ou pas correct. Tu vois. Donc après, alhamdoulilah, je me suis renseigné. J'ai vu que par rapport à une certaine condition, une opération liée au poids n'était pas, on va dire, n'était pas, pour employer les grands mots, haram, tu vois. Ouais. Mais donc je me suis lancé. Donc mon collègue m'a très conseillé, mon collègue m'a beaucoup conseillé et m'a donné quelques clés, on va dire. Lui, il a fait cette opération. Il a fait cette opération. En fait, l'opération s'appelle le bypass. Le bypass, voilà. Voilà, cette opération s'appelle le bypass. Et lui, il l'a fait avant moi. Et il m'a conseillé de le faire. Parce qu'il en a tiré beaucoup de bienfaits. Et au début, j'étais réticent. Mais après, il est arrivé un moment où j'ai vu que les régimes, sur moi, ça ne marche pas. Et même ce mot de régime, je ne l'aime pas. Tu ne fais pas un régime. C'est juste... Tu fais attention à ce que tu manges. C'est simplement ça. Un rééquilibrage alimentaire. Un rééquilibrage alimentaire. Tout ce qui est régime, je sais pas quoi, non. Il faut pas en parler de ça. Tu manges bien, tu manges correctement, sans plus. Et donc du coup, j'ai pris la décision, je me suis dit c'est bon, je vais faire cette opération. Et ensuite, on a commencé tout le parcours pour faire cette opération, quoi. Il y a des préparations avant l'opération, pendant, après. Toi, quand tu as appréhendé, après ça t'a apaisé un petit peu quand il t'a parlé ton ami? Ou tu étais toujours le jour par exemple où tu vas à l'hôpital? Ça se passe comment? C'est une date, tu vas à l'hôpital, tu fais l'opération, ensuite tu ressors, ensuite comment ça se passe concrètement? Par exemple, quelqu'un, je viens te voir, je dis ouais, je vais faire l'opération. Comment ça se passe? Déjà, c'est un parcours de 8 mois à peu près. 8 mois? Ouais, 8 mois. Et après, en fait, mon collègue m'a conseillé sur tout et tout ça. Donc, j'ai pas eu de questions de plus à lui poser. Et ensuite, j'ai suivi mon parcours de mon côté. Et il faut savoir que dans ce parcours-là, on est très 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 bien entouré. Donc, on est parti. Enfin, premier rendez-vous, c'est le chirurgien. Ensuite, il établit en gros poids et tout ça, les mensurations et compagnie. Il fait tout. Il analyse ton corps et il te dit tu peux te faire opérer ou tu peux pas te faire opérer. Parce qu'il y a une éligibilité à avoir. D'accord. Voilà. Donc, si on n'atteint pas un certain nombre dans l'IMC, on n'est pas éligible à l'opération. D'accord. Et tu as dit c'était quoi le chiffre exact ou pas? Tu te rappelles plus? Après, pour les hommes et pour les femmes, c'est différent. Je crois, je sais pas. Je me rappelle plus si c'est les femmes, si c'est 35 ou 36 pour les femmes et à peu près 40 pour les hommes. Donc, pour les femmes et pour les hommes, c'est pas les mêmes IMC. Donc, si on a atteint un poids qui a un IMC environ à 33 ou 34, même 35 je pense pour les femmes. IMC, ça veut dire quoi pour s'il y en a qui ne savent pas c'est quoi? Indice de masse corporelle. En gros, c'est
C'est l'indice qui... le nombre de graisses je sais pas si c'est au centimètre carré ou au millimètre carré, je sais pas, bref. Je crois que c'est au centimètre carré si je dis pas de bêtises. D'accord. De toute façon, les gens en commentaire, ils diront si c'est ça ou pas. Du coup, voilà, l'IMC, c'est l'indice de masse corporelle. Et pour les hommes, c'est 40 à peu près. Pour les femmes, c'est environ 35, si je me souviens bien. En dessous de 40, il t'opère pas. Il t'opère pas. Et au-dessus où il n'y a pas de limite. Ouais, au-dessus, il n'y a pas de limite. Ouais, tu peux faire 200 kg et peser. Enfin, tu peux peser 200 kg et faire 1m60. Tu auras un IMC à. Tu vas voler. Du coup, ensuite, moi, j'avais un IMC à 45. Oh ouais, t'es bien 5 au-dessus de l'autorisation. Et un IMC de 5, c'est beaucoup. Hein. C'est énorme. C'est énorme. Je ne sais pas à combien de kilos ça correspond, mais c'est énorme. Ensuite, quand le chirurgien il lance le feu vert, on est suivi par énormément de spécialistes. Donc il y a diététicien, nutritionniste, il y a psychiatre, cardiologue, gastro-entérologue, pneumologue, dentiste, parce qu'on a fait une radio des dents aussi. Il y a qui encore? Je pense que j'ai fait le tour. Hein. Et ça c'est avant l'opération? Ça, c'est avant l'opération. Et c'est des rendez-vous réguliers? C'est des rendez-vous réguliers, tous les mois. À quelle fréquence? Ah, tous les mois, t'as... Tous les mois, tu as 1-2 rendez-vous. Toutes les semaines, tu as un rendez-vous en fait quand tu les dispatches? Presque. Quand même, c'est... Ouais, c'est beau. C'est lourd, hein, c'est lourd. C'est très lourd. Après, c'est une opération lourde, parce qu'on rentre dans ton estomac et on trafique ton estomac et on trafique tes intestins. C'est-à-dire, les trafics, ils font quoi concrètement? En fait, ils prennent l'estomac et ils font une suture au milieu de l'estomac. Un bypass, c'est ça. Ils font une suture au milieu de l'estomac et ils court-circuitent une partie de l'estomac. En fait, ton estomac, quand on mange, il y a une partie qui gonfle. Tu vois, donc pour accueillir ton repas, quoi. Ben, cette partie-là, ils l'ont court-circuité. Et en gros, l'estomac qui reste, c'est juste la quantité que cet estomac peut contenir. Tu peux pas plus. Ok. Et tu le ressens comment, toi? Tu n'as plus faim ou tu as encore faim mais ton ventre a mal? Tu n'as plus faim. Ah, ça te coupe l'appétit, d'accord. Ça te coupe l'appétit. Donc quand cette partie d'estomac est remplie, ça te coupe l'appétit, tu n'as plus faim. Pour te donner une idée, après l'opération, quand ça allait un peu mieux, je me suis dit, je vais me faire un petit plaisir, je vais aller à Quick. C'était il y a longtemps, hein. C'était il y a 3 ans. Hein. 3 ans, 4, non, 3 ans. C'était il y a 4 ans à peu près. Et le menu Giant, j'ai pas fini le menu. J'ai mangé la moitié du menu et j'ai pas mangé mes frites. En gros, la moitié du burger et j'ai pas mangé les frites et la boisson, je l'ai pas fini. Ah ouais, d'accord, ça a vraiment. Donc c'est vraiment diminué de chez diminué. Donc ensuite, j'en étais où? Par rapport au suivi. Ah voilà, suivi. Donc il y a tous ces spécialistes-là qui nous suivent et chacun vont faire une lettre de suivi qu'on va mettre dans le dossier et ensuite envoyer à la Sécu. Parce que si pendant le parcours, on perd énormément de poids, on va dire sur les 8 mois, tu as perdu 20 kilos, pour que cette opération soit prise en charge par la Sécu, la décision finale, c'est le médecin de la Sécu qui la donne. Et si dans notre parcours, on a perdu énormément de poids, le médecin de la Sécu peut mettre son veto. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il peut dire non. Donc, on rembourse pas? Non, on ne te paye pas l'opération. Ton opération n'est pas prise en charge. Ah, parce que tu as perdu du poids par ton propre moyen. D'accord, tu peux le faire sans... Ah d'accord, il faut vraiment que ce soit médical en fait. C'est médical. Si c'est juste parce que tu as la flemme, voilà. tu es un bouffeur, tu es un mangeur, ils ne te font pas. Voilà, d'accord. C'est exactement ça. Donc c'est pour ça qu'en fait, même le chirurgien nous l'a dit franchement, tout ce qui est IMC, parcours et tout ça, c'est pour que la Sécu prenne en charge. Il a dit, si vous avez 4 000 € à me donner, donnez-moi-le, je vous opère demain. D'accord. Même si vous n'êtes pas éligible. Ah ouais, quand même. L'éligibilité, c'est par rapport à la Sécu, pour que ça soit pris en charge financièrement. Parce que 4 000 €, tu m'as dit, ça coûte vraiment ce prix-là? Ouais, entre 3 500 et 4 000. Ok. Donc c'est une très très bonne opération, mais qui coûte cher. Et donc voilà, et ensuite j'ai fait tout ce parcours-là. Et à la fin de ce parcours, tu as un dernier rendez-vous avec le chirurgien et on te donne une date. Un mois avant, on te donne une date, un mois après. Voilà. Un mois après, on te donne la date. Et pendant ce mois-là, tu as un régime spécifique. Vraiment un régime très strict. Et c'est un régime sans
C'est un régime sans fromage, sans gras, sans sucre. Ça, c'est pour préparer l'opération? C'est pour préparer à l'opération. En fait, c'est un régime spécial pour le foie, pour que ton foie il diminue, pour qu'il ne soit pas gras. Parce que si le foie il est gras, il grossit, et du coup, le chirurgien ne va pas avoir la place pour travailler dans l'estomac. Incroyable. Donc, et il nous l'a dit clairement, le chirurgien. Il nous a dit que si vous ne faites pas le régime, je vais vous ouvrir, je vais vous voir à l'intérieur si vous avez fait le régime ou pas. Je le saurai. Donc, c'est pas une chose à prendre à la légère, parce qu'il a dit si je vois que j'ai pas de place pour vous opérer, je ne vais pas vous opérer. Wow, il t'aura ouvert pour rien. Il t'ouvre pour rien. C'est déjà arrivé? Moi, ça arrive. Moi, ça m'est pas arrivé, c'est normal. Moi, je me suis fait opérer. Mais pendant le parcours, on a eu 2 jours d'hospitalisation en ambulatoire. Donc, le premier jour, c'était pour faire une fibroscopie. Une fibroscopie, c'est on nous rentre une caméra à l'intérieur de l'estomac et pour voir si l'estomac il est apte à accueillir cette opération. S'il n'est pas apte, comme moi, dans mon cas, j'ai eu une bactérie. Ça s'appelle, c'est la bactérie, c'est l'Helicobacter pylori. C'est un peu, son surnom, c'est un peu comme, en fait, c'est pas son surnom, c'est son aspect. Son aspect, c'est un peu comme du salami. En gros, il y a des taches blanches dans l'estomac. Et ça, en fait, c'est une maladie silencieuse. Et tu n'as pas de douleur, tu n'as pas de symptômes, tu n'as rien du tout. Mais c'est une bactérie qui ronge un peu l'estomac. Si tu la laisses traîner, ça fait des ulcères. Si tu la laisses traîner encore plus, ben, ça fait un cancer d'estomac. Allahu Akbar. Ouais, donc, et en fait, c'est ça la subtilité de cette maladie-là, c'est qu'elle est silencieuse. Tu la sens pas. Il n'y a pas de symptômes, il n'y a rien. Pour toi, tu es en pleine forme. Mais elle est là, elle te ronge petit à petit. Subhanallah, c'est quelque chose d'incroyable. Et donc moi, j'avais cette bactérie-là et du coup, mon opération a été repoussée un peu de 10 jours par rapport au traitement. Donc on a un traitement spécial sans lactose. Donc, c'est le lait qui produit un peu ou ça nourrit peut-être ces cellules-là? Je pense que ça nourrit. Après, je sais pas. Vraiment, je sais pas. Ils ne te l'ont pas dit quoi? Ils ne m'ont pas dit le pourquoi du comment. Ouais. Ils m'ont juste dit d'arrêter le lait. D'accord. Tout ce qui est produits laitiers et de suivre ce traitement-là. Donc je l'ai suivi. Et ensuite, c'est passé. Et pour en revenir à l'hospitalisation, je me suis fait hospitaliser 2 jours. Enfin, 2 jours, mais une journée, et ensuite une autre journée, le mois d'après, une autre journée. Sur 2 mois en fait? Ouais, voilà. Une journée et une journée. Ils t'ont fait quoi la première journée? La première journée, c'était des examens avec tous les spécialistes, tous les cardiologues, psychiatres et tout ça. Donc, analyse de sang. Ah, ils n'ont pas intervenu encore, ils n'ont pas ouvert. Non. Okay. Première journée, okay. Première journée, c'était ça. Ensuite, on a laissé passer un temps. Une deuxième journée, c'était la fibroscopie. Et c'est là où ils ont vu la bactérie. Mais ce jour-là, pour en revenir à est-ce que il y avait des personnes qui ont eu ce cas-là, ce jour-là, j'étais en salle de réveil et il y a un homme qui est passé, ils l'ont posé, qui s'est fait opérer normalement. Mais le chirurgien est venu très énervé. Il a réveillé, il a dit « Monsieur, je ne vous ai pas opéré, vous n'avez pas fait le régime. » Ah ouais, punaise. Mais c'est là, en fait, lui, il a fait son parcours entier. Hein, parce que lui, c'était le jour d'opération. Il a fait ses 8 mois de parcours. Wow. Il a attendu 8 mois. Mais pour de la bouffe, ben, putain, sacré. Il n'a pas changé sa vie, quoi. Et du coup, il a dit ben, « Vous allez reprendre notre rendez-vous. » On reporte le rendez-vous. Alors, donc, il s'est fait opérer pour rien, il s'est fait ouvrir il s'est fait ouvrir pour rien. Ah ouais, incroyable. Et je me suis dit, oh. J'ai dit heureusement que je suis tombé sur ça. Ouais. Parce que j'aurais pris aussi, comme lui, à la légère ce régime. Donc, il faut vraiment se tenir. Pour les personnes qui veulent faire cette opération-là, quand le chirurgien nous dit de suivre un régime strict, c'est très strict. Parce que ça peut servir à rien quoi, après, si on ne suit pas. Donc du coup, je suis ce régime-là, il n'y a pas de fromage. Bon, pour les personnes qui boivent de l'alcool, ben, il n'y a pas d'alcool aussi. Pas de fromage, pas de... Bref, tout le gras interdit. Après, ce qui est bien, c'est que ben, tu as féculents à volonté et fruits à volonté. Donc moi, tout ce qui est sucre, je me rabattais sur les fruits, donc je mangeais énormément de fruits. Et pour me caler, ben, je mettais des pâtes et du riz, quoi. Et voilà, donc du coup ensuite... La viande et tout, tu pouvais la viande ou pas? Pas de viande rouge. Pas de viande rouge. Ouais, pas de viande rouge, que du poulet.
D'accord. Que du poulet et pas de charcuterie aussi. Oh. Voilà. Okay. En plus, j'ai vu que t'as fait. Ouais, charcuterie, t'as fait fitness, un jambon. C'est vrai. Ouais. Et donc, du coup, voilà, pas de charcuterie. Voilà, tout ce qui est vraiment gras, c'est interdit. Ensuite, vient le jour de l'opération. Ben, c'est une opération normale, mais j'ai l'impression que. Quand je me suis réveillé, j'avais l'impression que je me suis pas fait opérer. Subhanallah. Ouais, j'avais pas de douleur, j'avais rien. J'avais juste la tête qui tournait par rapport à l'anesthésie, tu vois. Mais pas de douleur, aucune. Bizarre. Mais bizarrement, j'avais pas faim. Et je ressentais pas la faim. Et ça, c'était un des symptômes qu'il y a après l'opération. C'est que pendant 3 mois, tu ressens zéro faim. Ah ouais. Ouais. Tu ne sais même pas si tu as faim ou tu as envie de manger. En fait, tu es perturbé. Tu vois que ton cerveau, il y a un truc qui se passe. Et ton cerveau, il a conscience de ça. Et il sait qu'il y a un truc qui se passe dans ton corps qui n'est pas normal. Donc du coup, le premier jour, on m'a donné une compote, premier repas. Une compote et un verre d'eau. Moi, j'étais un peu réticent, j'ai pris le verre d'eau, j'ai bu un tout petit peu, tu vois. Je me suis dit, bon, ça va, ça passe. Ensuite, je commence à prendre la compote, je prends une cuillère, je vais doucement, ça passe. Mais cette compote-là, une compote, hein, je l'ai mangée sur toute la journée. Subhanallah. Elle te calait, t'arrivais pas là où tu... C'est pas que me caler, c'est que j'avais pas faim. T'as pas faim. Rien du tout. Donc, je sais pas, mais t'as pas faim, t'as pas envie de manger, ben tu manges pas, quoi. Ouais, carrément. Voilà. Ben là, non. Ben, du coup, tu manges pas. Et du coup, tu étais content, tu dis, ah, c'est bon, ça marchait, ou tu avais peur un peu, tu te dis, mais attends, si je mange pas les apports nutritifs, je fais comment tout Eh ben, c'est exactement ça. Et c'est là où intervient le nutritionniste pour le suivi. Et il nous a clairement dit qu'il fallait mettre des heures de repas et se fixer des heures de repas et de suivre ces heures. Parce que sinon, vous allez oublier de manger. Ah ouais, carrément. Parce que cette compote-là, je l'ai mangée sur la journée. Le lendemain, j'ai remangé une autre compote. Bon, j'ai mis un peu de fromage blanc avec. Et franchement, c'est très bon. Hein. Je sais pas si tu as goûté un peu. Non. Fromage blanc, compote, c'est bon. À tester. Ouais, c'est à tester. Et sur toute la journée, j'ai mangé ça aussi. Et après, je commençais à avoir la tête qui tournait. En fait, j'avais des vertiges. Parce que pendant en fait, déjà, j'étais à jeun. Ouais, oui. Plus le lendemain d'opération, j'ai rien mangé. Et le surlendemain, j'ai rien mangé encore. Donc j'avais vraiment la tête qui tournait. J'étais allongé, je regardais la télé et j'avais la tête qui tournait. Tout le temps. Je me dis, c'est bizarre, pourquoi j'ai la tête qui tourne? Et du coup, je me suis rendu compte que c'était par rapport aux apports nutritifs. Je ne les avais pas. J'avais rien, je donnais rien à manger à mon corps, c'est normal. Donc du coup, après l'opération, pendant 1 mois, la première semaine, il fallait qu'on mange lisse. Donc du coup, tout ce qui est purée. Tout réduit en purée. D'accord. Très lisse, très lisse, très lisse. Aucun morceau. Donc pendant 1 semaine, tu manges que de la purée. Ensuite, la 2e semaine, tu commences à intégrer quelques morceaux hachés. Donc très 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 finement. C'est pour pas éclater les points de suture. Les points de suture. Ah ouais. Voilà. Et 3e semaine, pareil, haché. Et ensuite, on commence à intégrer, après 1 mois, on commence à intégrer des petits morceaux. Mais c'est des petits morceaux comme les bébés. Tout ce qui est pâte alphabet et tout, tu vois. Voilà, vraiment les pâtes très très pâteuses, quoi, tu vois. Donc cela. Et ensuite, on peut recommencer à intégrer les légumes et tout ça. Et aussi, après l'opération, il y avait interdiction de manger des légumes. Pendant combien de temps? 1 mois. Parce que il n'y a pas d'apport nutritif. Il nous fallait du carburant, il nous fallait des protéines et des féculents. Parce que c'est les féculents qui donnent de la force. Tu vois, les féculents te donneront de l'énergie pour tenir la journée. Voilà. Donc, et c'est pas en mangeant des légumes que tu vas avoir assez d'énergie, tu vas pas avoir de coup de mou. C'est avec les féculents que tu vas avoir de l'énergie. Et du coup, nous, c'était que purée, pâtes et viande. C'était que ça, pas de légumes. C'était strict quand même, hein. C'est très strict. Il faut être déterminé. Hein. Il faut être très déterminé. Il faut être très déterminé. Et c'est vrai que souvent on pense que cette opération c'est la facilité, mais au contraire, on fait subir à notre corps une chose qui n'est pas normale, entre guillemets. On arrive, on lui coupe un bout d'estomac, on raccourcit 1,50 m d'intestin. Ah ouais, quand même. Et en fait, tout le processus de digestion n'a plus rien à voir. Avant,
la digestion se faisait dans l'estomac, mais maintenant non, c'est pas l'estomac qui digère, c'est les intestins. Subhanallah. Et donc du coup, à la base, les intestins recevaient les aliments déjà prédigérés et eux, ils continuent la digestion, mais tout en prenant les vitamines qu'ils voulaient. Mais là non, c'est les intestins qui font la digestion et les vitamines ne sont pas absorbées. Donc du coup, on a énormément de carences. Carence en fer, carence en vitamine D, carence en protéines, carence en quoi? En caltrate. Caltrate, c'est pour le... Comment on appelle ça? Mais tous ces apports-là, tu les comblais comment du coup? Tous ces apports, on les comble avec des vitamines. Ça, c'est des vitamines à vie qu'on prend. Ah, c'est à vie ça? Ça, c'est à vie. Apports, même au jour d'aujourd'hui? Même maintenant. Ah, tu l'avais dit de toute façon avant. Il nous l'avait dit avant. Même au jour d'aujourd'hui. Maintenant, tout ce que tu as vécu, ce que tu as subi, etc. Si c'était à refaire, tu le referais? Je le referais. Ah. Je referais tout. Subhanallah. Et je ne changerais pas ce parcours-là. Parce que dans ce parcours-là, il n'y a pas que vraiment le poids qui compte. Parce que tu apprends énormément de choses et tu apprends énormément comment le corps fonctionne. Et c'est ça qui est incroyable. Parce qu'après, il faut s'intéresser un minimum. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui s'en foutent de tout ça, ils veulent juste perdre du poids. Mais moi, je suis dans une méthodologie où je veux apprendre des choses et je veux savoir pourquoi je fais ça. Tu vois, il y a une chose que je dois faire, pourquoi je dois la faire? Simplement, je veux juste savoir, c'est tout. Je ne veux pas pousser trop loin. Donc, cette opération-là m'a appris énormément de choses, sur l'alimentation, par exemple. L'alimentation, on sait que, comme par exemple, il y a beaucoup de... Enfin, il y a une diététicienne avec qui on parlait, franchement incroyable. J'ai vraiment appris énormément de choses avec elle. Elle nous a dit que c'était les pâtes, par exemple, tout dépendait de la cuisson, mais tu n'auras pas le même nombre de calories dans les pâtes. Donc, des pâtes, parce que à l'intérieur, il y a du sucre, c'est du sucre lent. Et selon la cuisson des pâtes, les sucres à l'intérieur vont se développer ou pas. Et plus ils se développent, plus les pâtes seront caloriques. Donc, mieux vaut des pâtes al dente que des pâtes bien cuites. D'accord. Tu vois, des pâtes un peu, voilà, al dente quoi. Les biscottes par exemple, pourquoi elles ont cette couleur dorée? Parce que c'est le sucre à l'intérieur qui a doré. Tu vois, et on l'appelle biscotte parce qu'elle est cuite 2 fois. Ah d'accord. Voilà, tu vois. Il y a des détails comme ça, avec ce parcours-là qu'on apprend, et j'en ai encore énormément à savoir, mais j'en ai appris énormément. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pas que la perte de poids, c'est vraiment tout ce qui est fonctionnement du corps humain. Ils nous ont dit clairement que pendant 3 mois, le cerveau va s'habituer et ne va pas avoir de connexion avec l'estomac. Et c'est pour ça qu'on n'a pas on a cette sensation de... on n'a pas la sensation de faim, on l'a pas. D'accord, subhanallah. Tout ça, c'est physiquement. C'est physiquement. Mentalement, etc. Et relationnellement, quelle était la différence quand tu t'es débarrassé de tout ce poids-là? C'était quoi, toi, relationnellement, socialement? Est-ce que tu as senti une différence? Ça fait bizarre quand tu parles avec les gens qui ne font pas autant attention à ton poids, etc., qui ne calculent plus ça, etc. Comment tu as vécu ça comment? C'était agréable? C'était différent? Déjà, ils avaient tous la même réaction. Oh, t'as maigri. Tous. Oh, t'as maigri. Ça, c'est ce qu'ils te connaissent. Mais ce qu'ils ne te connaissent pas, genre. Ceux qui ne me connaissent pas. Vu qu'ils avaient un apport, une relation avec toi. Ceux qui ne me connaissaient pas avant d'être gros, quand je leur montre les photos de quand j'étais gros, ils ont tous la même réaction aussi. Waouh, t'étais gros. En fait, il y a un choc dans les deux sens. C'est ça la vision de la chose, c'est qu'il y a un choc dans les deux sens, dans les deux extrêmes. Mais je vois que la relation avec les gens autour de moi n'a pas tellement changé, tu vois. C'est juste que les moqueries ont arrêté. Bon, après les moqueries, ils ont arrêté depuis très longtemps, tu vois. Mais voilà, je crois que c'est passé sur les cheveux maintenant. Pareil, t'inquiète pas. Et niveau des contraintes, le bus et tout, ça a dû te faire une certaine libération. Psychologiquement, mentalement, ça doit te... Eh bien, je te rassure que toutes les contraintes qu'il y avait, elles ont toutes disparu. Sport, elles ont disparu. Parce que même par rapport au sport, j'étais pas quelqu'un de sportif, mais je faisais un peu de sport, tu vois. Et je sentais, par exemple, quand je courais, je faisais 140 kg, je courais, je sentais que je pouvais encore courir, mais j'étais limité par mon poids.
Et en gros mes mollets étaient congestionnés de fou malade mental. C'est incroyable. J'avais des mollets hyper durs. C'était des cailloux. Mais incroyable. Et j'étais limité par ça. J'étais limité par les douleurs aux chevilles, aux genoux, aux articulations. Mais je sentais qu'en moi, je pouvais encore. Et ensuite, quand j'ai perdu du poids, ben, tout ça c'est parti. Je courais normalement, je n'étais pas congestionné. Je voyageais normalement, je mettais la ceinture dans l'avion normal, j'avais ma place normale. À la mosquée, quand il y avait une petite place, ben hop, je pouvais me mettre. Tu vois, parce que quand tu es imposant, forcément, tu ne peux pas trop combler. En fait, tu combles les trous, mais tu serres les autres. Voilà, donc tu sens que bah, tu es redevenu, entre guillemets, normal, quoi. Enfin, dans une proportionnellement normal. Mais voilà, après, c'est tout. En fait, tout rentre dans l'ordre. Tout rentre dans l'ordre. D'accord. Et du coup, tu m'as dit par rapport, tu as appris beaucoup de choses sur la nourriture, etc. Et au jour d'aujourd'hui maintenant, quelle est ta relation avec la nourriture? Eh bien, c'est ça le problème avec cette opération. Parce que cette opération, comme l'a dit le chirurgien, c'est une aide, c'est pas un miracle. On vous aide à perdre votre surpoids, pas votre poids entier, tout ce que vous voulez, votre surpoids. Après, c'est à vous de maintenir. Et comme là, je suis descendu à 78 kilos. Mais j'ai regrossi. Et j'ai regrossi avec... je suis remonté à 93. Donc mais... tu as pris 15 kilos. Ouais, en l'espace de 3 ans. Non, en l'espace de 3 ans, j'ai repris 15 kilos. Et après l'opération, tu perds pas tout ton poids de suite. En combien de temps tu as perdu 60 kilos? J'ai perdu environ sur 2 ans à peu près. 2 ans, d'accord. 2 ans, 2 ans et demi. Très bien. Et tu es resté à ce poids-là pendant combien de temps avant de recommencer à prendre un petit peu? Un peu moins d'1 an. D'accord. Donc il faut vraiment surveiller, quoi. Il faut vraiment derrière. Vraiment, environ 6-7 mois, ouais. 6-7 mois, je suis resté à ce poids-là. Et ensuite, j'ai recommencé à prendre. Et c'est là où c'est compliqué parce qu'il y a des effets secondaires de cette opération. Par exemple, on a des symptômes qui arrivent après les repas. Ça s'appelle les dumping syndrome. Les dumping syndrome, c'est quand on mange, par exemple, je mange quelque chose d'assez gras. Je sais pas, mais par exemple, je mange un plat de gratin ou un plat de lasagne. On a une très forte fatigue. Une énorme fatigue. Moi, cette fatigue-là, elle me pousse à l'endormissement. Wow. Et on a un dégoût total de la nourriture. On peut sentir la plus bonne odeur qu'on veut de la nourriture, les odeurs de grillade en été, c'est incroyable, tu vois. Tu sens ça, tu es dégoûté. Vraiment, tu es dégoûté, tu as les nausées, tu as envie de vomir. Ah ouais, quand même. N'importe quelle nourriture, tu me parles, tu me dis pizza, j'ai envie de vomir. C'est un dégoût incroyable que j'ai jamais ressenti. Il y a ça comme symptôme. Après l'opération, il y a aussi, comme j'ai dit, les carences. Et l'inconvénient de cette opération-là, c'est que même si tu reprends du poids, tu ne perdras pas ces symptômes-là. Ça fait que tu peux redevenir gros, mais en gardant les symptômes les effets secondaires du bypass. Est-ce que tu peux reprendre le poids initial? Tu peux reprendre le poids initial. Malgré qu'on t'ait coupé le stomac? Malgré qu'on t'ait coupé l'estomac. Ah, il se dilate alors? Ouais. Non, il ne se dilate pas. C'est ton corps qui s'habitue. C'est ton corps qui s'habitue. Et c'est incroyable comme le corps il s'habitue à toutes les situations. Parce qu'il a senti qu'il y avait un truc qui se passait. Donc du coup, il s'est préparé. Il a analysé toute cette chose et tout. Le bypass, il a analysé. Et ensuite, quand il s'est habitué, il sait comment fonctionner avec ce qu'on va lui donner à manger. Donc maintenant, il dit, c'est bon. J'ai une autre méthode de fonctionnement. Donc c'est bon, je reste sur cette ligne-là. Et le chirurgien nous a dit pourquoi on veut connaître le poids maximum que vous avez fait. Parce que le corps a une mémoire. Et il s'est dit, si vous avez atteint un jour 140 kg, c'est facile d'y retourner. Tu vois. Donc si on ne fait pas attention, on y retourne facilement. D'accord. Donc peu importe le poids que vous avez fait, vous perdez ce poids-là. Si vous n'arrivez pas à maintenir ce poids-là, forcément vous allez remonter.
D'accord, juste par rapport au monsieur qui a, tout à l'heure que tu as dit qu'il n'a pas fait l'effort et tout ça, qu'il n'a pas pu l'opérer, ça veut dire que si on a ce profil-là, cette mentalité-là, je ne le connais pas, c'est pour ça que je me permets de parler de lui, mais si on a cet état d'esprit-là où on ne veut pas faire d'effort, finalement l'opération, elle ne sert pas à grand-chose en vérité. C'est parce que si après l'opération, il se relâche et il repart dans ses travers. C'est sûr s'il se relâche et il repart dans ses travers, il regrossira. C'est sûr à 100%. Après, cette opération-là peut avoir le sens inverse. C'est-à-dire que comme la personne, elle va peut-être pas accepter l'opération, et souvent les personnes tombent en dépression parce qu'ils n'arrivent pas à gérer la partie post-opératoire. Ils peuvent tomber en dépression parce que ton corps il change, tu n'arrives plus à manger. En fait, tu gardes tes envies de manger, mais ton corps ne l'accepte pas. Et il y a beaucoup de personnes qui sont tombées dans la frustration. Donc ils sont très frustrés, ils ont envie de manger, ils ont envie de ci, ils ont envie de ça, mais ils ne peuvent pas parce que leur corps ne leur dit non, je ne l'accepte plus. Comme moi par exemple, c'est le lait. Avant j'étais un grand buveur de lait. Maintenant le lait, je ne peux plus le boire. Ouais, je suis Buscafé maintenant. Inch'Allah. Et voilà, et donc du coup, il y a beaucoup de personnes comme ça dans ce cas. C'est que il n'y a pas que le corps qui change, c'est l'alimentation aussi. Il y a beaucoup de choses qu'on aimait avant, qu'on n'aime plus après. C'est très complexe. Et ça, cette opération, c'est la même pour tout le monde. Mais chaque corps réagit différemment. Il y a des personnes qui vont perdre 20 kg, 30 kg, d'autres 60, d'autres 50. Pas tout le monde va perdre le même nombre de poids. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va tous perdre. Ça, c'est sûr. Subhanallah, parce qu'il y a beaucoup d'effets. Hein, parce que là, pour rebondir sur... Bon, je me rappelle, avant, je faisais des accompagnements en développement personnel, etc. Et il y a un frère qui était venu me voir, il avait perdu énormément de poids, il avait fait cette opération. Il était venu me voir parce que, en fait, quand il était en surpoids, obésité morbide, par exemple, les gens ne le regardaient pas trop. Quand ils le regardaient, c'était parce qu'ils étaient étonnés, etc. Et là, il venait me voir parce que, justement, avant, ils avaient une relation spirituelle assez proche. Et là, le fait que maintenant, il plaît aux filles, donc il est tombé dans certains travers, etc., ça lui a provoqué un dérèglement au niveau spirituel, au niveau, etc. Et toi, socialement, spirituellement, est-ce que tu as eu un effet, c'est un impact, ou ça n'a pas touché ce côté-là? Moi, alhamdoulilah, ça n'a pas touché ce côté-là. Après, j'ai eu des cas où c'est vrai qu'il y a eu des cas de divorce. Il y a eu des cas de divorce. Il y a eu des cas aussi où les personnes, ils avaient énormément confiance en eux. Ouais. Après, la confiance en soi, voilà, on a compris. C'est compris. Voilà. Mais voilà, ils avaient confiance en eux. Et du coup, ils ont changé de caractère. Ouais. Ils sont devenus un peu trop extravagants, tu vois. Et du coup, ça ne plaît pas forcément à beaucoup de gens. Et les gens qu'on côtoyait avant, c'est les mêmes qu'on côtoie après. Et on remarque qu'il est devenu relou quand même depuis qu'il a perdu du poids, tu vois. Donc forcément, cette opération-là, il n'y a pas que le poids qui change. C'est vraiment tout. C'est la vie sociale en général et c'est ton mental. Après, si on n'a pas un mental assez dur pour ne pas changer, pour rester le même qu'on était avant l'opération, c'est vrai qu'on va tomber dans certains travers. Comme par exemple les cas de divorce, c'est que voilà, il a vu que ça y est, il a perdu du poids, il plaît aux filles, et voilà quoi, il y a des tentations. Mais c'est ça il faut prendre en compte aussi, c'est que c'est pas que le poids. C'est vraiment, on va dire que le poids c'est à 70%, mais le reste c'est le mental. Et le mental ça joue beaucoup, ça joue énormément. En fait tu changes de vie, clairement tu changes de vie avec les mêmes relations. Exactement. Ouais. Très bien. Et pour terminer, je vais te demander là maintenant au jour d'aujourd'hui, quel conseil tu pourrais donner à ton toi d'avant ou aux personnes qui ont du mal avec leur corps et avec leur poids? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Des mots que tu aurais aimé qu'on te dise peut-être avant? À mon mois d'avant, j'aurais dit t'inquiète, ça va s'arranger. T'inquiète, juste vas-y, fais ta vie, profite, et il va arriver un jour où tu vas faire cette opération. Et ça va changer, alhamdoulilah. Et aux personnes qui veulent perdre du poids, je leur conseille déjà de perdre du poids par eux-mêmes, ça c'est clair, mais arriver à un certain poids, c'est vrai qu'on aura besoin d'une aide. Il y a beaucoup de personnes qui, comme j'ai un collègue là j'ai un ami sur les réseaux,
il a perdu plus de 108 kilos tout seul. Quand même, hein? Ouais, 108 kilos seul sans opération. Et donc du coup, c'est faisable. C'est faisable. Et il avait aussi énormément de problèmes, comme j'avais dit, mental, psychologique et tout ça. Donc on avait et ça s'appelle des troubles de comportement alimentaire, des TCA. Et c'est ça que je disais, c'est que les TCA, c'est quelque chose vraiment à ne pas prendre à la légère parce que ton opération, elle peut être foirée juste avec ça. Et c'est du mental. Donc les personnes qui veulent faire ce poids-là, enfin les personnes qui veulent faire cette opération, parce qu'ils ont un certain poids, faites-le. Moi, je le conseille de le faire. Si vous avez les capacités mentales de l'accepter, faites-le, parce que c'est vraiment une aide. Si vous pouvez perdre du poids par vous-même, c'est encore mieux, parce que votre estomac ne va pas être touché, et vous aurez encore votre vie, vous aurez encore votre corps normal et tout ça. Et c'est beaucoup mieux de perdre du poids par soi-même. Mais si on a besoin d'une aide, l'opération peut apporter. C'est intéressant parce que malgré toutes les contraintes que tu m'as citées, quand même, il y en a pas mal. Tu dis quand même qu'il fallait le faire sur refrain. Ça veut dire que vraiment la douleur, la souffrance que tu ressentais, etc., était plus élevée quoi, par rapport oui, vraiment, c'est... En fait, pour prendre la décision de faire cette opération-là, c'est vraiment pas une chose à prendre à la légère. Parce que c'est une opération très lourde. On rentre, on trifouille tout l'estomac, tous les intestins, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et souvent, les gens pensent que c'est la facilité, mais c'est pas du tout la facilité. Parce qu'il y a tout ce parcours, il y a un changement de vie totale, il y a un changement de système de fonctionnement du corps qui change entièrement. Du coup, c'est pas à prendre à la légère. Mais si vous avez besoin d'une aide, cette aide de l'opération du bypass, c'est une aide. D'accord. Donc si vous voulez le faire, faites-le. Faites-le. Si vous pouvez le faire tout seul. Sachez qu'il y a beaucoup de contraintes. Il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup d'effets secondaires. Et il faut avoir du mental. Si on n'a pas de mental, il y a beaucoup de personnes qui tombent en dépression. Parce qu'ils ne se retrouvent plus dans leur corps. Et même, une petite parenthèse, c'est par rapport à la prise de conscience de son corps, c'est que le corps perd beaucoup de poids. Enfin, le corps perd du poids trop vite par rapport à l'analyse du cerveau. Du coup, dans le reflet du miroir, on va se voir gros. Mais on est beaucoup plus maigre qu'on se voit. Et les psychiatres nous ont dit que la seule chose que le cerveau ne peut pas trafiquer, parce qu'en fait, le reflet du miroir, c'est ton cerveau qui te donne la vision que tu veux voir. C'est pas forcément toi dans le miroir, tu vois, c'est ton reflet, oui, mais ton cerveau l'a modifié. Et en gros, automatiquement, ça, c'est un système de défense du cerveau, c'est que directement, il cache un peu tes défauts quand tu te regardes dans le miroir. Et les seules choses qu'il peut pas modifier, c'est les photos. Les photos. Voilà. Donc, si on se prend en photo et qu'on se regarde dans le miroir, on n'aura pas la même vision de nous. Parce que la photo, le cerveau ne le modifie pas, mais le miroir, il peut modifier. D'accord. Tu vois, rien que ce système-là, ce petit truc-là, c'est incroyable. Et ça, je l'ai appris pendant le parcours. Et souvent, les gens tombent en dépression parce que beaucoup aussi tombent en anorexie parce que ce reflet-là, ils l'ont dans le miroir. Ils se voient gros dans le miroir. Et alors qu'ils font une taille normale. S, M, XS. D'accord. Mais leur reflet, ils sont obèses. Psychologique, c'est incroyable. Ok, barakallahu fik, jazakallahu khair. Donc on va écouter tes conseils. Si on va faire l'opération, il faut la faire, sinon on peut le faire tout seul, tant mieux. Jazakallahu khair, barakallahu fik pour cette intervention, qu'Allah te récompense. Et qu'Allah t'accorde le meilleur dans les deux mondes. Amin, barakallahu fik, ana wiyak. Amin, salam alaikum frérot. She's gone straight so far away from my father's daughter. She just wants a life for her baby.